En grandissant, on apprend à se découvrir, aussi en s'intéressant à nos origines. On découvre que nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents se sont pas mal déplacés au fil des années. Que ce soit pour changer de village, pour quitter la campagne et s'installer en ville, ou bien même s'installer dans d'autres pays, voire d'autres continents. Par exemple, toutes les mamans dans l'équipe paysanne sont arrivées en Suisse dans les années 80. Celle de Hajar, c'était depuis le Québec. Celle d'Emma, depuis l'Allemagne. Et ma maman, depuis le Maroc. Les humains ne sont pas les seuls à se déplacer. Nos fruits et légumes ont eux aussi pas mal voyagé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ces déplacements et leurs conséquences. C'est parti pour le 5e épisode de Paysanne. C'est quoi un légume pour toi? C'est un concombre. Un concombre, c'est un curcubitacé. J'ai vu ça. Dis curcubitacé. Curcubitacé. Ok, c'est parti pour ce 5e épisode de Paysanne pour lequel on a eu pas mal de challenges. On se rend compte en lançant un podcast game que la pollution sonore est présente partout, que ce soit en campagne ou bien en ville. Là, on espère, on croise fort les doigts pour être tranquille. Donc c'est parti, comme je vous disais, pour ce 5e épisode. On va parler origine fruits, origine légumes. Emma nous a préparé une intro. Dis-nous en plus, s'il te plaît, Emma. Oui, alors je voulais juste introduire un petit peu le sujet d'aujourd'hui en faisant une petite histoire de l'agriculture et plus précisément l'histoire de la domestication en fait des différentes espèces végétales par les humains. Donc en fait c'est depuis le néolithique, donc le néolithique ça date à peu près du 9e siècle avant Jésus-Christ, que les Homo sapiens ont domestiqué les différentes espèces pour faire une agriculture. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que les différentes populations sont devenues sédentaires et ont arrêté de chasser et de cueillir et ont commencé à cultiver. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il y en a qui disent que c'est le début du capitalisme parce que en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des notions de propriété, de c'est mon champ, ou bien c'est mes animaux, ou bien Ça m'appartient à moi pour que je cultive. Et en plus de ça, il y avait aussi cette notion de faire des réserves. Et on pourrait donc croire qu'il y avait une plus grande sécurité alimentaire. Et en fait, l'histoire nous a prouvé le contraire. C'était plutôt le début des grandes famines. C'est à partir de là qu'en fait il y a eu des plus grandes famines. Bien sûr que les populations ont pu s'agrandir, mais il y a toujours eu une répartition en fait qui n'était pas forcément équitable. Et c'est pour ça qu'il y a eu des famines. Jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a assez de nourriture, mais qu'elle n'est pas équitablement répartie. Ce qui est intéressant de voir en fait justement, c'est que quand on dit sélection, c'est par exemple on peut prendre l'exemple du blé qui a commencé à pousser, et en fait on prenait toujours les grains les plus beaux pour les replanter. Donc en fait, rien que de prendre toujours les graines les plus belles et les épis les plus beaux, et ben ça c'est une sélection que la nature normalement fait toute seule. Et là c'est une sélection en fait que les humains ont imposé. Exactement. Afin qu'on puisse décortiquer ensemble les déplacements de nos fruits et légumes, je demande à Hajar et Emma de définir ce qu'est un légume et ce qu'est un fruit. On sait déjà qu'il y a passablement un débat, enfin, je sais pas si vous vous rappelez vous aussi, mais quand on était petite, ah non, mais la tomate c'est un fruit ou c'est un légume, et puis il y avait toujours les gens qui corrigeaient en mode, non mais c'est un fruit. Et c'est vrai que ce débat vient même justement en tant que tel finalement de cette historique et de cette idée de différence entre la botanique et le jargon que l'entier des populations utilisent en fait entre légumes et fruits. Donc il y a vraiment en fait cette séparation entre les différents types de légumes. Donc il y a les légumes feuilles, il y a les légumes racines, il y a les légumes fruits du coup, et on a aussi les fruits en eux-mêmes qu'on considère comme fruits, comme citron ou autres, qui eux sont issus aussi de la production. Après, je sais pas si Emma, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la botanique. Oui, alors en fait c'est juste que botaniquement
Si on fait un rapide cours de botanique, on a une plante, ensuite il y a une fleur, et ensuite, depuis la fleur, il y a un fruit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle botaniquement un fruit. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voyez à peu près un plant de tomate, la fleur jaune qui devient ensuite le fruit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle botaniquement un fruit. Donc effectivement, dans ce cadre-là, ben, la tomate, la courgette, le concombre, etc., ce sont des fruits, mais en fait, sociologiquement, c'est consommé comme des légumes, parce qu'on va appeler légumes tout ce qu'on cuisine plutôt salé, et on va appeler fruits tout ce qu'on peut manger cru et qu'on cuisine plutôt sucré. Mais en fait c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, et justement, en agronomie, on a des divisions pour dire qu'en fait, il y a les légumes feuilles, il y a les légumes fruits, les légumes racines, les légumes tubercules, les légumes fleurs, je sais plus s'il y en a encore. Je crois que Légumes tu as fait racines, le tour, hein. j'ai déjà dit, ouais. Si les fruits et légumes ont traversé les océans, les humains ont quant à eux dressé des profils bien précis pour classer les différents produits. Alors comment s'organisent ces pseudo-cartes d'identité de fruits et légumes? Alors ça c'est hyper intéressant parce que en fait, ce qu'il faut savoir c'est que du coup botaniquement parlant, on va ranger et trier en fait les fruits et légumes parce que de toute façon, enfin toutes les espèces vivantes, on les a triées avec la taxonomie avec les noms latins. Donc on sait que les plantes elles ont aussi des noms latins. Et pour faire court et pour faire simple, on a souvent une famille. Et dans cette famille, en fait, il y a regroupé des genres. Et dans ces genres, à l'ensemble de ces genres, en fait, on a les espèces. Et au sein de ces espèces, on a ce qu'on appelle des variétés. Et du coup, si on peut donner un exemple concret, ben, je pourrais le donner pour la pomme, par exemple. Donc la pomme, elle fait partie de la famille des rosacées. Donc c'est une famille qui comporte vraiment énormément de plantes différentes, mais qui ont toutes une fleur type rosace, justement. Et ensuite, elle fait partie, en fait, du genre Malus, parce qu'on l'appelle, en fait, l'espèce, c'est Malus domestica. Donc, parce qu'on l'a domestiquée, justement. Et les variétés, donc pour pousser encore plus loin, elles sont multiples. Il y en a vraiment beaucoup. Mais pour les pommes, c'est hyper connu. On a les Golden, on a les Jazz, on a les Braeburn, on a les Smith, enfin les Granny Smith. Les Pink Lady. Voilà, les Pink Lady. Ouais, super. Mais voilà, c'est peut-être pour faire un peu un vraiment grand résumé de comment on trie un peu les différentes espèces. L'été, on se retrouve en terrasse devant des caviars d'aubergines et des bateaux de concombres qu'on trempe dans nos sauces. L'hiver, impossible pour une grande majorité d'imaginer la saison froide sans raclette et ses pommes de terre. Pourtant, aucun des produits que je viens de mentionner viennent de nos territoires helvétiques ou même d'Europe. Emma et Hajar me retracent le parcours qu'ont fait ces produits avant de se retrouver aujourd'hui dans nos assiettes, mais aussi dans nos terres en Europe. Moi, je trouve c'est un sujet super intéressant. Moi, je me suis un peu penchée dessus pendant mes études. En fait, qu'est-ce qu'on mange maintenant et d'où ça vient et pourquoi on mange tout ça? Donc, par exemple, les tomates, ça vient d'Amérique du Sud. Ainsi que les pommes de terre et le maïs. Donc, par exemple, les pommes de terre, ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment constitutif de notre alimentation aujourd'hui, encore plus pendant les siècles précédents. Donc, c'était ce qu'on plantait dès qu'il y avait une famine, parce que ça pousse assez facilement, assez rapidement dans plein de sols différents. Et du coup, c'est dingue de se dire qu'en fait, que c'est pas européen. Donc oui, voilà, ça vient d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment venu avec la colonisation de l'Amérique du Sud au XVIe siècle. Donc en fait, c'était aussi une des missions des colons, c'était de ramener en Europe différentes espèces botaniques, soit pour l'horticulture, donc pour les jardins, etc., soit pour à des fins culinaires. Et par exemple, moi je fais mon travail de bachelor sur la tomate, c'est pour ça que j'en sais un peu sur la tomate, mais d'abord ça a été amené comme une plante ornementale, donc c'était pas du tout à manger. Et en fait, il y a plusieurs espèces qui sont toxiques. Donc les espèces de cette famille botanique, donc c'est les solanacées, ainsi que la pomme de terre, l'aubergine, le poivron, contiennent une substance toxique et c'est pour ça que les pommes de terre, on les mange pas crues, par exemple. Ah, donc t'as les aubergines dans les solanacées. Rappelle-moi, il y a les aubergines, les pommes de terre, les tomates. Les tomates, le tabac, Ouais. Ah, le poivron. Et donc, ces espèces qui se regroupent dans les solanacées, les tomates, elles, on peut les manger crues? Oui, parce qu'en fait, justement, il y a eu des sélections de variétés
Et en fait, maintenant, elle contient cette substance qui s'appelle la solnamine, il me semble, qui est toxique, mais à de très faibles doses, et c'est pour ça qu'on peut quand même la manger crue, mais il y a d'autres variétés qu'on peut pas manger. Donc c'est que, je crois, au 19e ou au 20e siècle qu'elle a commencé à être consommée, mais avant ça, c'était vraiment dans les jardins, etc. Ça faisait des petites baies, ils trouvaient sympa, mais voilà. Donc les colons sont arrivés, puis ils ont ramené les tomates, ils se sont dit ok les gars, on va décorer vos maisons avec des Exact, tomates, on va vous mettre bien. Mais en fait, c'était vraiment une sorte de laboratoire d'expérience où ils essayaient en fait vraiment de ramener le plus de familles botaniques de tout leur voyage, que ce soit en Amérique du Sud, mais aussi plutôt du côté de l'Asie ou de l'Afrique, et essayer de faire pousser ça en Europe et sous quelles conditions. C'était un peu presque un hobby. Ouais, ce que Emma elle raconte ici, c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est vraiment comme elle dit, la colonisation qui a agi, mais de différents pans. Donc, l'idée de ramener justement des fruits et légumes de l'étranger pour justement les découvrir, les domestiquer, pour décorer ou manger. Et on a plein. Enfin, l'aubergine typiquement, elle est originaire plutôt de l'Orient. Et elle, c'est une autre type de colonie, donc c'est les Arabes en fait, qui l'ont transmis durant leur colonisation, dans tout le bassin méditerranéen. Donc, puis c'est assez fou de voir que justement l'aubergine, elle vient d'Inde. Enfin, la tomate, elle vient d'Amérique latine. Enfin, c'est quand même des choses qu'on assemble souvent aujourd'hui avec notre culture à quelque chose de méditerranéen. Parce que la cuisine s'est adaptée aussi à ça. Et je trouve ça assez impressionnant. Après, les céréales aussi, c'est hyper intéressant parce que la domestication s'est faite sur plus de 10 000 années. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers blés et céréales sont apparus il y a 8 000 ans. Enfin, moi, je trouve ça juste, de donner un chiffre, 8 000, c'est assez impressionnant. Et dans la région en fait du croissant fertile, qu'on appelle croissant fertile, et c'est toute la région en fait du Liban, de la Palestine, de la Syrie en fait, parce qu'il y avait la vallée du Jourdain qui était très très fertile parce que il y avait le fleuve et c'est en fait les Romains eux qui justement ont ramené en fait les différents blés au Moyen-Orient et au Maghreb en fait parce que c'était le grenier en fait des Grecs et des Romains, le Maghreb pendant cette période pour les céréales. Alors si les aubergines et les artichauts viennent du Moyen-Orient, les concombres et les courges de l'Afrique de l'Est, les tomates, les pommes de terre et le maïs aussi d'Amérique du Sud, qu'est-ce que pouvaient bien manger les personnes en Europe avant l'importation de ces produits sur nos terres européennes ? Là, c'est super intéressant de voir vraiment à quel point notre régime alimentaire il a changé. Je pense que c'était un régime alimentaire qui était aussi beaucoup plus animal. Donc, il y avait beaucoup de produits animaux, que ce soit viande ou produits type fromage ou yogourt, comme ça. Et puis, au niveau des végétaux, on mangeait beaucoup de choux, donc tout ce qui est de la famille des brassicacées. Donc les choux, c'est européen. Ouais. Ok, Ouais. ça on sait. Les choux, il y a aussi tout ce qui est légumes feuilles, donc les épinards, les racines, je sais pas, côtes de bête, les endives, les salades. Il y a aussi les poireaux, Toutes les jeunes pousses. voilà, les betteraves, etc. Et puis il y a aussi plein de manières de conserver en fait ces légumes qui font que ça accroît leur caractère nutritif. Donc, par exemple, si on les fermente ou, par exemple, la choucroute ou tous les produits lactofermentés, ça fait qu'ils devenaient encore plus nutritifs. Et aussi, dans la société, c'est intéressant de voir qui est-ce qui mangeait quoi, parce qu'il y a vraiment en Europe une distinction entre les personnes de la cour et puis les paysans, paysannes qui vivaient de manière pauvre. Et en fait, les personnes de la cour mangeaient justement des choses complètement différentes, essayaient de s'éloigner le plus possible des pauvres, et du coup, ils mangeaient pas trop les légumes feuilles, les légumes choux, etc. Eux, ils mangeaient que, je sais pas, de la viande et des trucs un peu, des gros repas bien copieux. Ouais. Et peut-être qu'ils avaient aussi des botanistes qui faisaient pousser des choses sous serre et qui avaient aussi des technologies pour faire pousser des trucs un peu plus exotiques. Ce qui est drôle aussi de ce qu'Emma dit, c'est que par exemple, après on fait puriste, c'est un peu comme les médecins qui regardent Urgence, mais en regardant Game of Thrones,
En donnant un exemple, j'ai vu pas mal d'erreurs justement dans les repas et je voyais ça et j'étais là, enfin, même si on imaginait un Moyen-Âge, alors c'est un autre monde, c'est fantastique certes, mais même dans d'autres types Moyen-Âge, tu vois qu'il y a des petites erreurs qui sont faites parce qu'il n'y avait pas du tout ça à cette époque-là. Ça fait trop la puriste, mais je voulais juste raconter ça. C'est des erreurs scénaristiques. Et par exemple, tu te rappelles de certaines erreurs qu'il y avait dans les épisodes? Mais il me semble qu'il y avait pas mal de tomates en fait dans certains plats. Enfin, c'était très rouge, alors qu'à l'époque justement il n'y avait pas tout ce côté. Et puis il y avait très peu d'épices aussi avant le XVIe siècle, quoi. Donc ouais, les tomates, elles n'étaient pas encore arrivées, les épices non plus, mais là ils en mettaient pas mal. Et puis il faut peut-être aussi rajouter qu'à l'époque en Europe, même si on avait abandonné l'époque chasseur, chasseuse, cueilleur, cueilleuse, il y avait quand même beaucoup plus de cueillettes et peut-être une connaissance de la nature qui faisait qu'on pouvait aller chercher dans la forêt ou dans les prairies n'importe quoi pour manger, quoi. Et puis aussi, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'au fil des années, au fil des siècles, on voit que les goûts des personnes, des masses changent. Moi, je me rappelle, petite, enfant, l'avocat, on n'aimait pas ça du tout. Ensuite, il y a quelques années, je suis partie en Australie, j'ai travaillé dans des bars et tout le monde ne jurait que par l'avocat. On faisait des avocados smash le matin, avocados sur toast le matin. Tout le monde mangeait des avocats. T'avais même un bar de café qui avait ouvert et ils servaient le café dans les avocats. Enfin bref, l'avocat, on l'a vu partout. Et puis j'ai vraiment l'impression que c'est une tendance qui est arrivée plus tard. La même chose avec les acai bowls. Je sais pas si vous connaissez là les acai bowls. Pas du tout, on connaissait pas de base. Et là, maintenant, tout le monde adore, c'est hyper healthy. Enfin, il y a partout des acai bowls. Est-ce qu'on peut noter, on remarque qu'il y a des différences de goût que les gens apprécient, les masses apprécient plus tard, parce que justement, on voit que ces fruits, ces produits véhiculent et puis que du coup, nos goûts vont changer également? Mais, j'ai l'impression que justement notre palais a beaucoup changé avec l'évolution de la société et qu'en fait ça reste toujours comme pour la mode vestimentaire, la mode culinaire c'est aussi quelque chose, c'est les riches en fait qui dictent qu'est-ce que va être la mode. Donc si d'un coup c'est cool de manger de l'avocat et qu'il y a Kim Kardashian qui met des photos d'avocat et d'acai bowl, la population va faire pareil. Et je pense que c'est vraiment on est resté dans ce même système que la cour va dicter qu'est-ce qui est cool de manger et après la population suit. Et effectivement, je pense que si on prend une personne qui vivait il y a quelques milliers d'années et qu'on la prend maintenant et qu'on lui fait goûter ce qu'on mange, elle va être là, mais c'est trop sucré, c'est trop salé. Là, c'est infect. Qu'est-ce que vous me donnez à manger? Il y a énormément de couleurs. Pourquoi il n'y a plus d'odeur? Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il y aurait énormément de surprises, en fait. Et d'ailleurs, c'est un métier, ça s'appelle historien culinaire, je crois, qui regarde un peu qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque. Et je pense que eux et elles pourraient en dire plus sur l'évolution de notre goût, mais c'est intéressant d'observer ça. Et donc, comme on a vu que tous ces fruits, ces légumes ont fait pas mal de kilomètres, qu'on les a pris d'un milieu qui était le leur pour les mettre dans un milieu qui n'est pas le leur de base de fils, est-ce que ça a des répercussions sur l'écosystème? Alors oui, quand même beaucoup, en tout cas encore plus actuellement qu'à l'époque. Mais effectivement, parce que c'était des plantes qui n'étaient pas du tout adaptées. Par exemple, juste la pomme de terre, au début, quand ils l'ont ramenée au tout départ, ils n'arrivaient pas en fait à la faire, à la cultiver, parce qu'on ne dit pas fructifier, parce que c'est pour la tubercule, mais en fait à faire produire en fait les tubercules, parce qu'en fait c'était une plante qui poussait dans les montagnes, dans les Andes en fait, dans la région des Andes, et qui était adaptée aux hautes altitudes. Donc en fait, il a fallu réadapter, recroiser en fait, pour retrouver justement une variété en Amérique latine qu'ils ont re-amenée pour ensuite la faire pousser en Europe, et là elle était adaptée. Donc déjà ça, il faut savoir que les plantes elles sont vraiment adaptées à leur milieu, et de ramener en fait des plantes d'un autre milieu, ça crée un déséquilibre et ça la rend beaucoup plus fragile à plein d'autres situations et à plein d'autres ravageurs et maladies. Et la pomme de terre, c'est assez particulier, c'est parce qu'on la clone en fait. C'est pas comme un fruit où là il y a une sorte de un croisement qui se fait, une diversité génétique, un mélange de gènes. Là, la plante en fait, c'est une patate mère qu'on plante qui donne plein de patates en fait descendantes et elles ont le même code génétique. Donc en fait, c'est comme si c'était des clones et des clones et des clones et des clones et des clones. Et donc quand on s'est rendu compte en fait de l'avantage en fait de ce mode de production sans attendre qu'il y ait un croisement et tout, c'était incroyable. Mais on n'a pas vu en fait l'envers du décor qui fait qu'on a répandu en fait la même espèce clonée sur l'ensemble en fait de la région de l'Europe.
Et au 19e siècle, fin du 19e, il y a eu une grosse famine en Irlande et c'était lié à ça parce qu'en fait, il y a une maladie qui s'appelle le mildiou. Ager nous parle de l'épidémie, ou la famine de la pomme de terre, qui a lieu entre 1845 et 1849 en Irlande. Qui a attaqué, en fait c'est un champignon qui a attaqué toute la récolte, mais absolument toute la récolte, donc les Irlandais ont tout perdu. Et c'est aussi une des raisons en fait, parce qu'il y en a plusieurs, mais une des raisons qui a fait que les Irlandais ont beaucoup migré en Amérique du Nord, aux États-Unis et autres, parce qu'en fait ils avaient juste plus de nourriture, parce qu'ils ont vraiment, ils se sont fiés qu'à la patate. Donc c'est en fait ça. Puis même encore aujourd'hui, le fait d'introduire des espèces étrangères, on introduit aussi des insectes étrangers, on introduit plein d'autres choses qui font que ça déséquilibre en fait l'équilibre qu'il y avait sur place. Depuis, pour éviter les grosses épidémies, il y a eu la mise en place de la démocratisation des rotations de culture, la désinfection du matériel agricole, la diversité variétale, et aussi les méthodes d'arrosage qui ont changé pour contrôler le taux d'humidité et les risques de champignons. Bref, plein de modifications ont été mises en place pour contrer les nouvelles épidémies. Mais après, avec l'humanité et l'évolution, on s'adapte aussi. On a ramené les patates, on ne savait pas ce qu'il y avait, puis ensuite on s'est bien rendu compte, donc on a fait des croisements, on allait rechercher de nouveau en Amérique latine des espèces qui divergeaient un peu pour pouvoir faire des croisements, pour améliorer la diversité. Puis aujourd'hui, on fait des croisements avec les patates, avec les fleurs, enfin. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Et tu te rappelles, dans l'ancien épisode, vous m'expliquiez comme quoi c'était pas possible d'utiliser les terrains en montagne pour cultiver des fruits et des légumes. Mais du coup, tu m'expliques là maintenant que les pommes de terre, on les faisait pousser dans les Andes. Est-ce qu'on pourrait adapter aussi ça dans nos propres montagnes? Bah oui, complètement. Après, c'est une question d'altitude aussi, parce que je pense que les Andes c'est plus haut. Enfin, moi, je pense qu'on pourrait complètement faire pousser des pommes de terre en montagne. Après, le seul problème de la montagne, c'est, comme on disait aussi l'ancien épisode, c'est la topographie. Ça veut dire que c'est en pente et c'est beaucoup plus difficile de mécaniser. Donc, on est plutôt face à ce genre de problème maintenant. Mais comme on disait aussi, il y a des plans d'action. Si jamais il y a une famine en Suisse qu'on peut plus importer, eh bien, les montagnes vont devenir des champs agricoles. Deviendraient des champs de patates, les parcs, etc., etc. Parce que justement, la patate, c'est un végétal qui pousse assez rapidement et assez facilement dans plein de milieux différents. Et après, voilà, il faut se gaffer aux monocultures de manière générale, parce qu'en fait, c'est comme un garde-manger pour les ravageurs. Et ils disent, ah bah super, il n'y a que l'espèce que je veux sur des hectares et des hectares. Et puis les maladies, c'est pareil. En fait, ça se répand beaucoup plus facilement si la plante à droite, à gauche, en face... en diagonale, c'est la même. Et vous savez ce truc quand on part à l'étranger et qu'ensuite on vérifie si on peut boire l'eau du pays, parce que suivant laquelle ça peut nous faire monstrueusement mal au ventre juste parce qu'on n'est pas habitué. Des fois on mange des produits, ça nous fait la même chose. Donc je me demande à l'inverse, quand on a amené ces produits, est-ce que ça a une répercussion sur notre système digestif, notre santé? Alors, on aura un épisode fié sur l'alimentation où on parlera beaucoup plus en profondeur de ce thème, mais effectivement, rien que le fait d'avoir amené et changé en fait des alimentations aussi rapidement, ça a pu avoir un impact. On le voit aussi beaucoup avec le gluten par exemple et le lactose pour des populations, notamment en fait les populations qui ont été colonisées, pour lesquelles on a apporté énormément de céréales du jour au lendemain et des breuvages laitiers, enfin des produits laitiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'humanité a évolué très lentement avec ce qu'il y avait dans son entourage. Et donc ça explique aussi pourquoi les populations asiatiques ou africaines ont plus tendance à être intolérantes au lactose, parce qu'elles n'ont pas évolué en fait avec ce mode d'alimentation. C'était un autre type d'alimentation, pas les vaches laitières qui sont très fortes en lactose, enfin leur lait. Et pour le gluten, c'est aussi un peu la même chose, c'est-à-dire que pour nourrir en fait les populations autochtones qui vivaient là-bas, les colons ont décidé de faire des énormes champs de monoculture en fait de riz déjà, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en Afrique le riz est arrivé avec les colonies en fait. Et de céréales, et ça a aussi profondément changé en fait leur type d'alimentation, et ça a pu avoir un impact. Alors prouvé non, mais il y a des études qui ont été faites et qui montraient justement, notamment l'autrice et grande médecin Wangari Maathai qui parlait de ça et qui parlait de l'impact que ça aurait pu probablement avoir sur les populations, ce changement drastique en fait du jour au lendemain. Mais même nous actuellement, ça nous demande c'est des questions à se poser aussi, parce que on mange actuellement beaucoup de choses et on change du jour au lendemain, et puis peut-être que ça a un impact et on s'en rend peut-être pas compte aussi. Oui, et puis de manière générale, je pense que en fait notre microbiote, donc c'est
l'intérieur de notre estomac, de quelles bactéries il est constitué, ben, en fait, il change selon les régions, donc selon d'où on est originaire, et en fait, il arrive à digérer des choses en particulier et d'autres choses pas du tout. Et c'est vrai que de perturber comme ça notre système digestif, ben, il y a des conséquences. Et je pense il y en a qui disent que ça pourrait aussi être l'origine des allergies, etc. Enfin, moi, je suis pas du tout spécialiste là-dedans, ni Ajar ni Inès, mais en tout cas, c'est juste intéressant de voir en fait que en fait, l'importation de plein d'espèces différentes, ben, ça a des conséquences et sur l'environnement et sur notre propre corps. Et que du coup, c'est un paramètre à prendre en compte lorsque ça se fait. Ce que je trouve cool aussi, c'est d'observer un peu dans notre langage ben, qu'est-ce qu'on dit, quelles sont les expressions qui viennent du monde agricole. Et par exemple, ben, je sais pas, quand on dit ah, je poirote ou cette personne elle a un cœur d'artichaut ou bien encore chou ravé ou quoi, ben, moi je trouve super intéressant de voir en fait que ça fait partie vraiment, ben, l'alimentation et ce qu'on mange, ça fait partie de notre quotidien et pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ben, comment on parle, etc. Donc je trouve cool d'observer ça. Cette personne, elle a un chou ravé. Ça veut dire quoi un chou ravé? Non, chou ravé. Non, je dis cette personne a un cœur d'artichaut, donc ça Ouais. c'est pour dire genre que quand t'es sensible. Ouais, mais après, etc. t'as dit une autre Chou expression. ravé, Ouais. ça veut dire voler quelque chose. Ah, Je me suis fait chou ravé Ouais, je me suis mon sac. je connaissais pas, tu connaissais toi? Ouais, je me suis fait chourave, quelque chose. Ah, moi je m'en rappelle de. Je me suis fait chourer quelque chose. Attends, Ouais, chourer, ça vient de là? Ouais, Ouais, c'est ça ça. vient de Ok, je savais pas du tout. Ah ouais. Mais du coup, plein de pourquoi? Parce que trucs. les gens volaient particulièrement les chouraves. Je sais pas, j'imagine. C'est trop intéressant de voir bah, en fait comment ça se fait, mais il y en a plein d'expressions. Hein. Moi, je les ai toutes notées. Mais même poireauter, J'en ai c'est genre, vrai que ouais, je c'est poirote. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est super long de planter des poireaux, c'est peut-être pour ça. peut-être pour ça. Tu vas faire un trou super profond, je sais pas. Alors sur Insta, on vous invite vous aussi à nous envoyer vos meilleures expressions avec fruits et légumes. On fera un top 3 pour la semaine d'après. Grave. Et sur ce, on va vous souhaiter une belle journée. On vous dit au revoir et puis à dans 2 semaines. Ciao! À bientôt!